Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler des phrases contradictoires en amour et l'art de désorienter l'autre. C'est quoi les phrases contradictoires? On parle effectivement d'une rencontre, non pas d'un couple, parce que vous verrez que ça apparaît beaucoup plus souvent, ce genre de problématique, dans des rencontres. Voilà, une relation s'initie, n'est-ce pas? Mais à la limite, les personnes ne font pas couple, du moins un des deux, en tout cas s'en défend, de dire on n'est pas en couple. Voilà, ce qui est déjà quand même un signe assez annonciateur. Les phrases contradictoires, c'est-à-dire que une va être positive à un moment ou à un autre, et quelques minutes après ou le lendemain, voire une semaine après, pourquoi pas, il va y avoir des phrases plutôt négatives. Négatives, c'est-à-dire qu'elles viennent dire que oula, c'est pas joué, c'est pas gagné. Sachant qu'il ne s'est rien passé de particulier. Dire c'est pas joué, c'est pas gagné quand il y a des problèmes, oui, ces phrases peuvent avoir un certain bon sens. Mais quand effectivement tout va plutôt bien et que ces phrases débarquent, et d'une c'est pas anodin, c'est ce qu'on va regarder ensemble bien évidemment, mais elles représentent en soi une contradiction, ces phrases plutôt négatives, eu égard à certaines phrases qui avaient pu être énoncées préalablement et qui étaient plutôt favorable, encourageante, donnant une vie, une trajectoire, une perspective à cette petite rencontre. Parce qu'une rencontre, c'est toujours très fragile, vous comprenez? Et une rencontre, ça se nourrit. Ça se nourrit d'affect, ça se nourrit d'actes et ça se nourrit de paroles. C'est les trois, c'est pas un des trois, ça suffira pas. Et bien évidemment, le tout enrobé de bienveillance, ça se nourrit de bienveillance. Les exemples types, je tiens beaucoup à toi, donc ça c'est plutôt pas mal, et puis quelques jours après ou quelques heures après, vous entendez, mais de toute façon, je suis célibataire. Bon, déjà, voilà, prends ça dans le pif. Alors, on en a plein des phrases comme ça. J'ai besoin de toi, mais pas de trop près. Bon, t'as compris. La fameuse vidéo que j'avais faite, on est ensemble, mais on n'est pas en couple. Je t'aime beaucoup, mais mon cœur n'est pas à prendre. Tu comptes énormément pour moi, mais je veux rien de sérieux avec toi. Je ne veux pas te perdre, mais je suis pas prêt à te choisir. Voilà, des phrases comme ça. Ça peut vous sembler incongru, je peux vous garantir que moi j'en entends quand même souvent parler. Ces phrases-là, délétères, nous sommes d'accord, elles laissent l'autre, celui qui les entend, en suspens, dans un entre-deux. Alors attendez, je mets mes lunettes parce qu'en fait je joue au jeune gars là, mais en fait je vois que dalle. Donc, ça laisse l'autre en suspens. Et il y a forcément des raisons à ça. C'est souvent un mode relationnel pour certaines personnes, mais qui pose question. Encore faut-il savoir, débusquer, s'il s'agit effectivement d'un phénomène plutôt inconscient dont la personne ne se rend pas compte. J'ai un petit doute. De peur, de la peur, ou d'un petit jeu extrêmement pervers que la personne pourrait effectivement mettre en œuvre sans se soucier, ou en se souciant exclusivement, égocentriquement parlant, de ce que cela va produire, et certainement pas de ce que ça va produire chez la personne qui entend ce genre de phrase. Avec des obligeances. Parfois c'est une forme de domination. Toi tu sais pas où t'en es, mais moi je sais. Et si je sais pas, tu sauras pas non plus. Je te maintiens là-dedans. Mais il y a bien une domination. C'est moi qui vais prendre les choses en main. Ou rappeler certaines règles. Ce discours ambivalent, c'est une contradiction. La contradiction chez l'être humain, c'est un symptôme d'une certaine manière. Il n'est pas somatique, il n'est pas corporel. Et le symptôme traduit toujours quelque chose. Pour ceux que ça intéresse. C'est en général le fruit d'une forme de désengagement ou de non-engagement. Ce qui n'est pas la même chose. Une phrase favorable serait une forme d'engagement, soit pour la personne, soit elle se soucie effectivement que l'autre va se dire ça y est, c'est fait, c'est joué, c'est gagné, tu comprends, 3-0, il reste que 3 minutes de jeu, c'est gagné. Eh ben non, c'est pas gagné. Tiens, la preuve, tac, je te mets un petit but là, à la 88e. Et clac, je te remets un autre à la 89e, et je t'emballe le tout à la 92e, 3 partout, tu fais comment? Prolongation. Et vous jouez des prolongations constantes et permanentes. C'est fatigant, c'est épuisant psychiquement. C'est quand tu crois que c'est joué positivement que l'autre vient te dire que non, c'est pas joué du tout. T'excites pas. Et ça, c'est psychiquement symptomatique. Ces phrases apparaissent quand l'un des deux, celui qui les énonce, celui qui les prononce, a du mal avec l'idée d'inscrire la relation affective qu'il entretient avec l'autre dans le temps, dans la projection, dans le futur. Alors que l'amour principalement se vit dans l'ici et maintenant, et un ici et maintenant qui se déroule bien est une bonne alternative à une notion future, bien évidemment. Il ne sert absolument à rien d'évaluer le futur que vous avez avec une personne compte tenu que votre présent ne se déroule pas bien.
La présentification de votre futur est absolument incontournable. Donc cette personne qui balance des phrases contradictoires, qui est en lutte contre elle-même, n'est-ce pas, et qui vous inscrit dans sa lutte, et qui vous met en lutte contre vous-même. Tout n'est que lutte. Ça permet à cette personne-là, homme, femme, peu importe d'ailleurs, de garder la main. Voilà, un contrôle, sans jamais assumer une position. Ou alors, un coup je suis là, un coup je suis de l'autre côté. Ben oui, mais dans la vie, quand t'as plusieurs positions, t'as pas de position. Voilà, tu peux pas être partout. Donc soit t'es à un endroit et tu bouges pas, ou pas trop, ou pas sans raison, soit effectivement tu occupes toutes les positions, mais en fait tu n'occupes aucune position. Je suis dans deux positions, donc je suis dans aucune. Retenez ça. La personne entretient donc une proximité verbale. Je tiens à toi, tu comptes beaucoup pour moi, je t'aime beaucoup, j'ai rêvé de nous deux, tout en refusant sa véracité. Mais on n'est pas en couple, mais j'ai pas de projet, mais on n'a pas d'avenir, mais mon cœur n'est pas à prendre. Je suis un cœur à prendre, l'air de dire c'est pas toi qui l'as pris. Ça peut être malheureusement le fruit d'une stratégie de préservation narcissique. Moi je me mouille pas, mais par contre je cherche bien à évaluer si toi t'es accroché, si t'es au taquet. Ça me fait du bien, tu comprends? Tu combles quelque chose chez moi. Ben oui, mais vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas là pour combler quelque chose chez l'autre. Ou si tant est que chaque relation comble un petit quelque chose chez l'autre, il faut obligatoirement que vous y trouviez votre intérêt. Mais à la limite, cet équivoque, est-ce qu'il est bon pour vous ou pas? C'est une grande question. Vous seul êtes habilité à pouvoir traiter de ce genre d'affaires, puisque ça vous concerne. Donc on a vu cette contradiction comme un désengagement affectif. Une lutte contre un engagement affectif. On va voir maintenant si effectivement il y a une part d'inconscience ou une part de manipulation. Premier cas de figure, l'inconscience. Celui ou celle qui agit sans mesurer l'impact le fait souvent par immaturité affective. Son discours est contradictoire parce qu'à l'intérieur de cette personne-là, c'est une contradiction. Il se déroule une contradiction. Donc ce discours ambivalent exprime la contradiction dans laquelle est la personne. C'est la problématique de l'autre qui s'expose à vous quand vous avez effectivement le fruit, l'objet de ces contradictions, de ces phrases contradictoires. Qu'est-ce que ça pourrait être susceptible de venir dire ? J'aimerais aimer, mais j'ai peur. Je dis bien susceptible de dire parce que là on serait effectivement dans une personne qui lutte contre elle-même, mais qui expose sa lutte. Quelque part ces personnes ne mentent pas, ça c'est sûr, mais elles sont divisées. Et vous êtes face à cette division. Tout ça serait plutôt inconscient, j'ai toujours un petit doute, je suis toujours un petit peu dubitatif de ce genre de choses parce qu'on n'est jamais quand même pleinement inconscient de sa propre problématique. À partir du moment où on expose par la parole quelque chose, on en est conscient. On peut être inconscient sur un certain nombre de choses, mais en général ce n'est pas exposé par la parole, ce n'est même pas exposé par la pensée si vous allez par là, exposé façon de parler bien sûr. Donc, s'il y a un état de conscience de cette situation, de cette contradiction, la contradiction devient un outil de pouvoir. Ça crée le doute chez l'autre. Ça sème la confusion. Ça permet de garder celui qui prononce ces phrases dans une espèce d'attente. Du moins dans le fait de réfléchir à longueur de journée. Et je te maintiens dans un petit jeu qui me fait plaisir, j'en ai le contrôle. Je peux lui faire plaisir en lui balançant une phrase, et je peux effectivement la fracasser en lui balançant une autre phrase, pour ne pas dire une contradiction. Une contradiction par rapport à la première phrase. C'est un contrôle via l'ambivalence, en fait, si vous voulez. Ça maintient l'autre dans une attente. Il attend ma parole, ma sacro-sainte parole. Donc j'ai un pouvoir, puisque l'autre attend ma sacro-sainte parole. Vous avez vu la fourberie du système? C'est pas les fourberies de Scapin, c'est les fourberies du système. Ce qui me semble important, outre ces notions effectivement de peur d'engagement, de contrôle, de manipulation potentielle, narcissique, c'est la notion du poids des mots. Il faut être responsable. Il y a ce qu'on dit, et il y a ce que l'autre entend. Et il y a une petite marge entre les deux. Vous savez pourquoi il y a une petite marge? Parce que ça s'appelle l'interprétation. C'est pas parce que vous avez dit telle chose que l'autre va l'entendre en tant que telle. Il va peut-être l'entendre en tant que tel, mais néanmoins ça va passer effectivement dans sa machine personnelle et il va en tirer une interprétation. Voilà pourquoi quelque part toute parole est équivoque. Mais néanmoins, on peut quand même œuvrer pour que la parole soit le moins équivoque possible. Du moins quand il y a un doute, on reclarifie les choses, on les reprend, pour être sûr. Mais la parole réclame, suscite d'être reprise assez régulièrement. Il y a bien évidemment dans la parole ce que l'on dit et ce que l'autre entend. Il est souhaitable d'insister sur la responsabilité du discours. Chaque mot doit être pesé à la mesure de ce que l'autre peut entendre. Qu'est-ce que je veux absolument faire passer quand j'ouvre la bouche et que j'utilise tel ou tel mot?
et surtout qu'est-ce qu'il est souhaitable de ne pas faire passer. Donc c'est un art, la communication. Mais certains en jouent, certains amènent et maintiennent de l'équivoque. Car la parole est très équivoque, peut être très équivoque, et frappée d'équivocité, potentiellement. En relation, quelle qu'elle soit, mais particulièrement en relation affective, la parole n'est jamais neutre. De toute manière, toute parole, par principe, par essence, n'est pas neutre, n'est jamais neutre. Elle crée une attente, une émotion, une espérance, une projection, une déception. Ça veut dire qu'une déclaration, elle doit toujours être proportionnée à la mesure d'une situation et surtout à la mesure des sentiments, des émotions que l'on peut ressentir pour une personne. Mais également à la conscience, à l'état de conscience de ce que l'autre va en entendre des mots qu'on utilise pour lui faire passer tel ou tel message. Il y a une juste proportion. En gros, parce que c'est jamais parfait bien sûr, les phrases contradictoires, elles détruisent cette proportion. Elles l'égratignent, elles l'affectent. Elles font croire ces paroles-là à une ouverture pour refermer la porte juste derrière. On est bien d'accord, on est dans un contexte de rencontre, de jeunes relations et non pas de couple. Parce que si une personne est en couple et maintient effectivement ce genre de discours, c'est d'abord plus rare, mais effectivement c'est plus grave. Parce que ça serait un contresens à la mesure de ce qu'on soulève là, mais la taille au-dessus. Parce que ça sous-entend que si on fait couple, c'est qu'il y a eu engagement, mais néanmoins, dans quelques petites phrases, je me désengage. Alors que là, on est dans un cas de figure de quelqu'un qui ne s'est pas réellement, homme-femme, peu importe, ne s'est pas réellement engagé, on entrouvre la porte pour la refermer aussi sec. Vous saisissez la différence entre les deux situations. Il faut préciser cette distinction parce qu'elle est vachement importante. J'ai presque envie de dire, dans ce cadre, la parole pèse encore plus. Elle pèse encore plus lourd. C'est presque dans ces moments-là, d'ailleurs, que la parole contradictoire crée les plus gros dégâts. Elle empêche la relation de pleinement se réaliser. Les effets psychologiques, bien évidemment, chez celui qui subit ce genre de frasque, ce genre de problématique, la personne se met à douter d'elle-même, de la relation, de l'autre. On peut le considérer comme une perte de repère, une forme de rumination, plus qu'une forme. Il suffirait que les personnes aient une problématique obsessionnelle assez élaborée, elles passeraient, ces personnes-là, la journée à « mais qu'a-t-il réellement voulu me dire ?» Et c'est peut-être ce que l'autre souhaite. C'est pernicieux comme attitude. Je te donne 2 phrases contradictoires, comme ça je sais que tu vas passer ta journée à y penser. En pensant à ça, quelque part, tu vas penser à moi. Ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Ça te fait du mal, mais à la limite, c'est pas le problème. Et là, on revient effectivement dans la catégorie égocentrique, égocentré, nombriliste. Et là, il y a danger. Là, on n'est pas dans la lutte contre quelque chose, on est dans le plaisir, effectivement, de mettre l'autre dans tous ses états. C'est pas la même chose. Qu'est-ce que cette incohérence produit? Eh bien, tout simplement un message incohérent, donc un épuisement mental. Parce que réfléchir pour effectivement n'aboutir à rien, c'est une dépense psychique notoire. Il y a un sentiment de dévalorisation, voire de culpabilité. Je le mérite peut-être pas. J'en fais peut-être pas assez. Je suis peut-être pas à sa hauteur. Pour des personnes qui ne seraient pas suffisamment arrimées au niveau de l'estime de soi. Donc je vais en faire encore plus. Alors que c'est surtout ce qu'il ne faudrait pas faire. À quoi bon culpabiliser alors que le problème vient de l'autre? Pourquoi et comment vous prenez à bras-le-corps un problème qui n'est pas le vôtre, qui est celui de l'autre? Et ça se travaille, ça. Et pas je suis au courant, j'ai vu une vidéo, non. Psychothérapie. Pourquoi? D'où ça vient? Comment ça marche? Comment ça a été institué, instauré? C'est quoi mon histoire relationnelle? Qu'est-ce que je porte? Qu'est-ce que je prends à ma charge alors que ça ne m'incombe pas? Ça décrit donc un mécanisme d'attente en lien avec la parole de l'autre. Voir effectivement les nouages que l'on peut faire entre les paroles et les comportements. N'oubliez pas ou apprenez que la personne qui entend des phrases contradictoires cherchera toujours et brodera toujours sur ce qui l'arrange, même si elle aura du mal, la personne, à composer avec ce qui est très dérangeant. Mais elle cherchera, elle s'accrochera à la parole qui l'arrange le plus, qui maintient son espoir que ça va fonctionner avec tel mec ou telle nana. Pour se rassurer, tout simplement. Le problème, c'est que la parole de l'autre devient complètement obsessionnelle. Du moins qu'elle répond à une mécanique elle-même obsessionnelle. Comment se protéger sans se fermer, en fait, si vous voulez. Exercice ô combien compliqué. En 5 points. Premier point, évidemment, identifier la contradiction. Dès qu'une phrase contient une contradiction, il y a alerte, red flag.
il faut repérer très vite, en général les personnes le voient tout de suite, il faut repérer cette contradiction. Il n'y a pas de modification possible, il n'y a pas d'autoprotection possible s'il n'y a pas ce repérage-là, même dérangeant. Ne pas voir ce qui est dérangeant ne vous protège et ne vous préserve de rien. Au contraire, vous enfonce des fois dans une problématique dont les tenants et les aboutissants sont dans les mains de l'autre. Il ne faut pas également chercher, en deuxième point si vous voulez, la cohérence chez l'autre. La contradiction, c'est pas un puzzle où tu cherches à assembler des pièces. Et tu vois bien qu'elles ne sont pas de façon assemblable. Tu ne peux pas résoudre ça. Donc attention à tout ce jeu d'assemblage. C'est pas une bonne chose. Troisième point, il faut nommer le trouble. Pas dans votre tête. Non, avec l'autre. Tu me dis ceci, tu me dis cela, tu me fais des contradictions. Comprends-tu que ça soit déstabilisant? C'est déjà un moyen de montrer que vous n'êtes pas dupe et que vous commencez à ouvrir un petit peu votre bouche. Que vous subissez pas, que vous subissez moins. La pire des choses, c'est subir dans la vie. Une fois que vous vous êtes positionné, vous voyez bien évidemment comment l'autre va se comporter. Donc, évaluez en quatrième point la réaction de l'autre. La réponse, sa réponse à la mise en lumière que vous mettez en œuvre en lien avec la situation, en lien avec la contradiction, les contradictions. La manière dont la personne, homme-femme, peu importe, va réagir est extrêmement significatif. Ça révèle beaucoup de choses chez l'autre. C'est là où vous aurez accès probablement aux véritables informations. Méfiez-vous encore d'une forme de contradiction. Avec un côté, tout est bon, et un côté, tout est pas bon. Y a-t-il de l'écoute? Reconnaît-il, il, elle, ce qu'il en est? Lucidité? Manipulation? Excuse? Se victimise-t-elle, la personne? Vous culpabilise-t-elle, la personne? Tout ça risque d'être très intéressant. Désagréable, mais intéressant. Bien évidemment, au long cours des informations contradictoires, voire a fortiori négatives, vous pourriez avoir une tendance à vouloir vous retirer, du moins prendre une certaine distance, à des fins de vous autoprotéger, pas par plaisir. Parce que vous auriez bien aimé continuer un peu. Mais si la confusion est entretenue par l'autre, effectivement, vous êtes dans la spirale, dans le tourbillon. Pas sûr que ce soit une position de confort. Vous n'êtes pas l'infirmière, vous n'êtes pas la psy, le médecin de cette personne-là. Donc ce sont des registres qui appartiennent aux professionnels, bien évidemment, mais pas forcément à vous. Ce n'est pas votre rôle. On ne construit pas un lien qui est constitué sur du paradoxe. C'est extrêmement fragile. C'est comme si vous prétendiez effectivement construire une maison sur du sable. Pour la personne, n'oubliez jamais que c'est une porte de sortie absolument remarquable. À n'importe quel moment, la personne peut sortir de la relation en disant « je te trahis pas, je t'ai toujours dit que j'étais pas engagé, je t'ai toujours dit que je t'ai pas un cœur à prendre, je t'ai toujours dit que finalement fallait pas que tu sois trop près, je t'avais rien promis, nous n'étions pas en couple, je te devais rien, je te dois rien, tu peux rien me demander. » L'autre peut décrocher à n'importe quel moment, et sans explication. Je t'avais prévenu, tu peux pas me demander de détails, je t'avais prévenu, je te l'ai toujours dit, j'ai toujours joué franc jeu, je t'ai toujours sorti la petite phrase régulièrement. Allez savoir si ce n'est pas fait en ce sens. Certes, vous avez le courage de la clarté, c'est bien. L'ambiguïté, c'est pas une preuve de profondeur. Elle est souvent le masque de la peur, parfois de celui du pouvoir, voire de la manipulation. Il est souhaitable de rappeler que la vraie maturité affective, c'est de pouvoir dire ce que l'on ressent, sans jouer bien évidemment aucunement avec ce que l'autre espère. Ultime point de vue, quand les mots s'entrechoquent, s'entremêlent, se contredisent, croyez toujours aux actes, le souci. C'est que ce genre de personnes sont tout à fait coutumières non seulement de leurs paroles, contradictoires, mais également de leurs actes. Parfois extrêmement présents, et plutôt bien, et ça se passe bien, mais parfois très absents. Ou du moins la présence physique reposerait sur leur désir, et pas forcément sur le vôtre. Donc l'autre serait bien moteur de quelque chose, aurait bien le pouvoir d'une certaine manière, il faut que les choses se déroulent comme moi je le souhaite, pas comme l'autre le veut. À quel degré d'ailleurs, comme vous avez quelques turpitudes dans la vie, effectivement l'autre se montre présent. C'est encore un test bien plus que grandeur nature. C'est même plus un écran géant, c'est un écran dans le ciel. Il ne faut pas oublier, pour conclure, que ce n'est pas le désir de l'autre qui construit la relation. C'est le vôtre? Ça reste une grande question. J'espère vous avoir intéressé. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.